Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous sur Télé 50. Dans ce nouveau numéro de votre émission, nous allons essayer de faire le tour d'horizon de l'actualité de Kwamouth en passant par Bunagana et le social. Et pour en parler justement, je reçois pour vous, madame, messieurs, Basile Olongo, ancien vice-ministre de l'Intérieur et président du parti politique socio-démocrate, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour, merci messieurs les journalistes, Parti congolais socio-démocrate. Merci surtout d'avoir répondu à notre invitation. Nous espérons que ce n'est pas la dernière fois. Appelez-moi, je viendrai. Merci beaucoup. Chaque fois que l'occasion se présentera. Alors très vite, nous allons entrer dans le vif du sujet justement. Vous avez été ancien justement vice-ministre de l'Intérieur. L'actualité reste dominée par le conflit entre Teke et Yaka à Kwamouth qui a malheureusement coûté la vie à plusieurs Congolais. Le gouvernement n'a pas tardé à prendre des dispositions. On parle du déploiement d'un contingent des militaires dans le Mai-Ndombe. Pensez-vous, à votre avis, que le gouvernement gère bien cette situation? Oui et non. Je commence d'abord par non. Non, c'est parce qu'il y a eu une prise en charge tardive de la question de Mai-Ndombe, parce que les députés et la société civile, tous ces groupes de gens ont eu à sonner l'alerte pour dire au gouvernement qu'il se passait un problème au niveau de Kwamouth. Et le gouvernement n'avait pas très bien réagi à son temps. Je parle du gouvernement national et du gouvernement provincial. Au début, il s'agissait de la redevance coutumière, un conflit foncier, et après, en suivant les déclarations de gouverneurs de Mai-Ndombe, celui de Kwilu et Kwango, qui nous disent qu'il y a une main noire, cela sous-entend que la prise en charge tardive de cette question par le gouvernement national nous a amené aujourd'hui à ce que nous avons vécu. Oui, c'est parce que le gouvernement s'est ressaisi. Le gouvernement s'est ressaisi pour demander à ce que une forte délégation gouvernementale descende sur place, que cette délégation arrive à mettre en place ou à réinstaurer l'autorité de l'État, ce qui est fait. Aujourd'hui, il y a la calmie au niveau de Kwamouth, mais ce n'est pas fini. Étant donné que le gouverneur de Kwilu, Kwango et de Mai-Ndombe nous ont dit qu'il y a une main noire derrière parce qu'on a vécu des tueries inhabituelles dans le coin, il est question que le gouvernement national puisse ouvrir l'œil et le bon. Est-ce que vous pensez que, puisque vous parlez de la calmie, est-ce que vous pensez que le fait que le calme soit revenu, est-ce qu'on peut dire que c'est un pari gagné pour le gouvernement? Oui, en partie, parce que ce n'est pas tout. Il y a encore certains IAK qui sont en forêt et il faut faire sortir tous ces gens et organiser le Barza communautaire. Mais quelle était réellement l'origine de ce conflit? Ben, je vous ai dit, à l'origine, c'est la redevance coutumière qui a été exigée par le chef coutumier Teke aux ressortissants Yaka, venus habiter là-bas comme tout Congolais. Et le fait de pouvoir exagérer, le fait que cela n'est pas bien réglementé par une loi, ben, chaque chef dans son coin exige ce qu'il faut payer comme redevance coutumière. Et là, le Yaka, on se sont dit, ben, c'est trop exagéré et on ne va pas accepter. Lorsque vous bafouez l'autorité du chef, écoutez, ces sujets ne vont pas également accepter. C'est comme ça qu'il y a eu affrontement au début. Et puis après, ça a pris les allures d'une rébellion. Oui. Nous avons suivi les trois gouverneurs nous dire qu'il y a une main noire. J'ai parlé des tueries inhabituelles. Et c'est là que les services de sécurité, le gouvernement national doit ouvrir l'œil et le bon. C'est-à-dire, lorsqu'il y a un problème au niveau de Kwamouth, il faut déjà surveiller
tout le long de la frontière avec Brazzaville et surveiller également la frontière de la province de Mai-Ndombe. On parle de la main noire. C'est qui est derrière cette situation? Vous savez très bien qu'il y a eu un déploiement de l'armée rwandaise à Brazzaville, en face. Donc, s'il y a une main noire, on soupçonne c'est qu'il y a en veille à la République démocratique du Congo présentement, c'est le Rwanda, parce que mis à nu par le président de la République à l'Assemblée générale des Nations Unies, je pense que ces gens ils se disent non, il faut en finir avec la République démocratique du Congo, et surtout que les gens n'avaient pas très bien saisi la portée du discours du président Kagame, qui, dans son intervention, après l'intervention du président de la République, va dire que lui, il propose la solution à l'insécurité à l'Est en utilisant le moyen le moins coûteux. Il faut être un initié pour comprendre ces langages. Alors il y a quand même des inquiétudes parce qu'on parle du mode opératoire quand même, hein, des assaillants justement entre Teke et Yaka. Le mode opératoire, c'est qu'il y en a qui ont coupé la tête de certains patriotes. On se dit qu'est-ce qui se cache justement derrière cette affaire? C'est pourquoi ça a étonné plus d'une personne. C'est un peu similaire à ce qui se passe à l'est de notre pays. Exactement, c'est pourquoi on dit on assiste à des tueries inhabituelles. Ce qu'on voyait à l'est, on le voit ici à Kwamutu. Vous savez que ce soit les Teke, que ce soit les Yaka, c'est un peuple qui n'est pas habitué au sang, à voir le sang de cette manière-là. Donc, nous connaissons quelle communauté est habituée à de telles pratiques. C'est pourquoi on parle d'une main noire. Mais qu'à cela ne tienne, déjà, tel que dénoncé, le gouvernement doit saisir les taureaux par les cornes et puis s'organiser pour que, tout que ça veut dire quoi concrètement, saisir les taureaux? Cela veut dire que, déployer comme je l'avais fait dans les cas de Niélé, de Yumbe, déployer une force à partir de Kinshasa, pour aller renforcer l'équipe qui est sur place. C'est chose faite apparemment. Mais oui, c'est pourquoi je vous dis, il y a eu une prise en charge tardive, mais le gouvernement s'est ressaisi. Vous pensez que ce contingent militaire qui a été déployé sur place est insuffisant? Non, ce n'est pas insuffisant. Je vous dis, la solution est sous contrôle. Je vous parle de la calmie actuellement. Ce qui reste à faire, c'est d'organiser le Barzac communautaire, faire sortir les Yaka qui sont en brousse, les mettre en face de leurs frères Teke, et puis organiser comme on l'avait fait à l'époque de Kamoina Sapou, créer une réconciliation, et nous on va continuer à vivre. Entre-temps, poursuivre l'ennemi qui a manipulé cette population-là à effectuer des tueries inhabituelles. Il faut le poursuivre. Vous pensez qu'il y aurait des politiques derrière ça, qui manipuleraient tous ces jeunes? Non, des politiciens congolais. Je ne pense pas, c'est la main extérieure. Alors, il y a une autre perte de manche sur cette question du conflit entre Teke et Yaka, c'est la question humanitaire, parce qu'il faut signaler que ça a provoqué un déplacement massif des populations vers le Kwango. Il y en a même qui sont signalés à Kinshasa et même au Congo Brazzaville. Vous pensez que le gouvernement devrait également se pencher sur la question humanitaire? Oui, le gouvernement... Sérieusement? Oui, je pense que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ne va pas rester indifférent, et le gouvernement Samadou Kondé. Pourquoi? C'est parce que moi-même, qui vous parle ici, lorsqu'il y a eu des conflits la première fois au niveau de Mai-Ndombe et que les compatriotes ont fui les pays pour aller à Brazzaville, c'est à moi que le président de la République... C'était quand justement? Vous pouvez nous rappeler les faits? C'était en 2019. Oui. C'est à moi que le président avait donné la responsabilité de pouvoir prendre en charge se déplacer. Vous vous souviendrez que j'ai effectué le déplacement de Brazzaville pour aller récupérer nos compatriotes. Non seulement le récupérer, mais les mettre d'abord dans de très bonnes conditions. Et je l'ai fait avec notre ambassadeur Christophe Muzungu. Et aujourd'hui, je pense que cette population-là est rentrée pour participer aux élections, et la vie continue normalement. Cette fois-ci, comme il y a de déplacés, le président de la République fera la même chose.
Donc il prendra en compte les Congolais qui se sont déplacés pour qu'ils vivent dans de bonnes conditions et puis qu'ils regagnent leur foyer. C'est le plus important. Alors, qu'est-ce que vous préconisez concrètement avant qu'on touche le sujet sur aujourd'hui, la première chose... Pour que ça ne se répète plus. Pour que ça ne se répète plus, il faut réglementer la redevance coutumière un peu partout. Parce que nous qui descendions dans certains coins, peut-être pour des raisons minières, on vous dit, ben, ici, tel chef exige ça. Vous allez quelque part pour des raisons agricoles, on vous dira que bon, ce n'est plus 2 vaches, un camion et des trucs. Ici, vous devez donner autant. Donc, il faut une loi pour réglementer la redevance coutumière. Ça, c'est très important. Deuxièmement, lorsqu'il y a une menace qui vous est annoncée, il ne faut pas négliger. Il faut la prendre au sérieux et prendre des dispositions pour pouvoir anticiper. Le ministère de l'Intérieur a plusieurs bras séculiers. Le renseignement et tout ça, on peut faire des recoupements pour pouvoir anticiper lorsqu'on a une situation comme ça. Donc, il faut prendre en charge tardivement une question sécuritaire. Ça crée toujours ce que ça crée. Il y a eu mort d'homme. Et on doit tirer les conséquences sur la responsabilité de tout un chacun. Pour terminer, c'est pouvoir organiser la réconciliation en faisant ce que nous appelons le Barza communautaire. Très bien, Basile Olongo. Bunagana reste toujours occupé par le M23, soutenu par le Rwanda selon le gouvernement congolais. 120 jours déjà, l'inquiétude grandit dans les chefs de la population. Quelle solution à cette crise qui frappe l'Est de notre pays selon vous? Ça fait très mal lorsque vous me parlez de Bunagana là. Quand on cite Bunagana, je ne sais pas si ça arrive à tout le monde. Quand on cite Bunagana, moi ça me fait mal au cœur. Je ne sais pas pourquoi. Ça me fait très mal. C'est parce que c'est une partie de notre pays, justement. Oui, non seulement c'est une partie de notre pays, mais je ressens quelque chose, un sentiment de révolte. C'est comme si je peux sauter sur les sujets rwandais. Mais permettez que je corrige. Ce n'est pas le M23 qui occupe les Bunagana, c'est l'armée rwandaise maquillée sous l'étiquette de M23. C'est une précision de taille. Oui. Nous, jadis, on se disait qu'on avait affaire à un groupe armé. Le M23, c'est un groupe terroriste. Et bon, on a utilisé les moyens pour combattre un groupe terroriste. Et au finish, notre armée s'est rendue compte qu'elle ne se battait pas contre un groupe terroriste et contre un groupe armé, mais contre une armée moderne, bien organisée. Et au finish, on se rend compte que c'est le Rwanda. Et c'est là appuyé par les déclarations choquantes du secrétaire général des Nations Unies, qui reconnaît que le Rwanda qui est là est surarmé, plus que même la MONUSCO. Ça veut dire qu'on ne devrait pas compter sur l'ONU. Non, ces gens, ils n'ont rien foutu. 20 ans, qu'est-ce qu'ils ont fait dans ce pays? Et ils nous ont laissé ce qu'ils nous ont laissé au temps des morts. C'est quoi votre point de vue justement sur le débat autour ça a été soulevé avant même que le président Félix soit élu. Il y a un Caneva, il y a M. Green, là, j'ai discuté avec lui maintes fois, où on avait arrêté un Caneva pour leur départ en 2024. C'est à l'époque. Mais aujourd'hui, avec tout ce qu'ils ont commis comme bavure dans notre pays, leur incapacité, les déclarations faites par le secrétaire général des Nations Unies, qui reconnaît un aveu d'échec et d'impuissance, on dit qu'ils doivent partir. Eh bien, nous disons, OK, la programmation, elle est là, on va la faire, et nous croyons à la volonté du président de la République qui nous a rassurés que juste après les élections de 2023, on ne verra plus de casque bleu dans notre pays. Donc là, tout est clair. J'ai parlé de la solution. Alors la solution pour Bunagana, à la crise qui frappe Bunagana, c'est la prise de conscience collective que, comme je le ressens là, tout Congolais doit ressentir que c'est notre pays qui est occupé. On doit demeurer mobilisé, c'est ce que vous voulez dire. Non seulement mobilisé, mais que ça soit le problème de tout Congolais. Parce qu'il y a des Congolais aujourd'hui qui s'occupent de certaines choses qui n'ont rien à voir avec cette occupation du Rwanda de notre coin. Aujourd'hui, des Congolais qui se permettent, au lieu de se soucier de la situation... Donc ça doit nous toucher au plus profond de nous-mêmes. Oui,
Exactement. Comme je viens de le ressentir maintenant, ça c'est un, de deux. Nous devons continuer à pousser pour pouvoir obtenir la levée de l'embargo total. Parce que nous devons avoir une armée plus efficace et dissuasive. Aujourd'hui, après la Chine, nous voyons la France emboîter les pas pour dire, voilà, les Congolais peuvent avoir toutes sortes d'armes. Oui, mais bravo. selon la France, il semble que nous ne sommes pas sous embargo. Il s'agit d'un régime de notification. Non, c'est un jeu de mots. C'est un jeu de mots. C'est ce que nous refusons. Alors, sur ce point-là, je suggère à ceux qui se battent sur le plan diplomatique de pouvoir appuyer sur auprès de 5 pays membres du Conseil de sécurité. Déjà, la Chine est favorable, la Chine s'est prononcée sans ambiguïté. La Russie aussi. Hein. La Russie aussi. Eh bien, on doit appuyer sur la France, que la France se prononce clairement. Nous devons quitter ce régime de notification. Et puis, on va rester avec la Grande-Bretagne et les États-Unis. On sait que bon, le Rwanda est un pays comme l'UELF, c'est anglophone. Mais avec les trois là, nous avons la possibilité d'agir, surtout sur le français. Parce que vous savez que les grands électeurs de la France, ce sont pour la plupart des pays francophones et ce sont des pays de l'Afrique. Et il y a un adversaire de taille pour la France, c'est le Canada. Qu'est-ce que la levée de l'embargo aura comme conséquence selon vous? Nous allons acheter les armes nécessaires. Vous savez qu'aujourd'hui, pour déloger une équipe comme celle-là, il nous faut une très forte force, l'armée de l'air. Combien d'avions de chasse avons-nous? Combien d'avions de guerre avons-nous? On nous interdit d'acheter, on nous dit non, il faut qu'on notifie. Non, non, ce n'est pas clair. Nous devons avoir l'embargo, la levée d'embargo totale et préparer notre armée. Aujourd'hui, nous faisons face à des groupes armés, nous faisons face à la guérilla. Il faut développer aussi des technologies à ce qui concerne l'armement. Mais on se pose aussi la question sur la mobilisation dont la communauté internationale fait preuve par rapport à la situation, à la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Il y a une certaine mobilisation. Tout le monde est pour le président de la République. Mais ce n'est pas le cas pour la RDC. Le président de la République qui est agressé. Nous sommes agressés, nous sommes victimes d'une injustice internationale à cause de nos richesses. Je vous dis aujourd'hui. Tout le monde est contre nous, non, apparemment. Mais je vous dis aujourd'hui, c'est parce que tout le monde n'a pas ce que nous avons. Et c'est très dangereux. D'ici 2050, je l'ai dit ici pour que vous puissiez savoir. Très bien. La plupart des pays d'Afrique australe seront désertiques. Il n'y aura pas d'eau. La réserve à eau douce restera ici, au Congo, à peu près 60%. Nous voyons déjà ce qui nous arrive avec le Mororo, à partir du nord. Et ça va se passer aussi au sud. Les pays viendront nous agresser. Pendant que j'étais encore au Parlement, je l'ai suivi en échangeant avec des députés. Rapidement, parce qu'il nous reste très peu de temps. Oui, mais avec des députés, députés des pays là du Nord, qui me disaient clairement que, écoutez, si vous refusez de nous transférer de l'eau, nous viendrons prendre de force. Vous comprenez? Donc, avec nos richesses, nous devons nous protéger. Et c'est l'occasion ici à ce que les jeunes gens aillent dans l'armée. Vous êtes journaliste, vous êtes encore jeune, je vous vois. Allez vous faire enrôler dans l'armée. Alors, les caméramans qui sont ici, allez dans l'armée. Très rapidement, on va aborder la dernière thématique en très peu de temps. Basile Olongo, je rappelle que vous êtes ancien vice-ministre de l'Intérieur. Ouais. Que pensez-vous de la gestion du pays par l'actuel chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo? Ah oui, le président de la République... De manière générale. Hein? De manière générale, il est en train de bien gérer le pays. Il est en train de bien gérer le pays et il est buté à quelques difficultés. Aujourd'hui, je pense que c'est quelqu'un qui comprend le message que j'ai toujours lancé. J'avais lancé le message... C'est quoi ce message? C'est-à-dire qu'à ce stade, il devrait savoir choisir les gens avec qui il doit gérer. Il y a des gens, certaines personnes qui n'aiment pas le Congo, qui étaient à côté de lui, en train de mettre les bâtons dans les roues inutilement. Eh ben, il est en train de se débarrasser Sur le plan du social. Oui, les sociales. Apparemment, les sociales. il y a encore des difficultés. Non, je dis que ce n'est pas tout.
Il est en train de Il y a des grèves qui sont signalées Il est par-ci, en train de par-là, bien gérer. chez des médecins, chez des professeurs, Oui, etc. les grèves, c'est un signe de l'instauration de l'état des droits. Les grèves, c'est partout. L'état des droits dont vous parlez. Regardez, non, je reviens, je vous donne des réponses. N'est-il pas menacé? Non, vous avez parlé des sociales. Vous voyez ce qui se passe en France depuis 2-3 jours? Oui, la pénurie de carburant. La pénurie de carburant. Si c'était ici, on allait dire que c'est Tshisekedi. Mais c'est là, c'est Macron. C'est en France. Donc, les grèves, c'est un signe que les gens ont cette liberté-là d'expression. Et lorsqu'ils écoutent, ils attendent les revendications, ils régularisent la situation. Cette situation qui était pourrie il y a des années, nous-mêmes, nous avions eu à gérer. J'étais aux affaires. L'état des droits avance à pas de tortue. Non, j'ai dit, pas plus qu'à l'époque où nous étions là. Nous, lorsque les gens descendaient dans la rue, on les gazait. Ok, c'est votre point de vue. Non, ce n'est pas notre point de vue. C'est ce qu'on faisait. Alors, ce n'est pas mon point de vue. Je vous dis les choses vraies. Cette émission touche à sa fin. Ouais. Basile Longo, je rappelle encore une fois que vous êtes ancien vice-ministre de l'Intérieur. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Avec vous, je rappelle que nous avons justement parlé de la situation sécuritaire dans l'est de notre pays et également Aquamonde qui demeure toujours préoccupante. Merci également à vous de nous avoir suivis de partout dans le monde et restez fidèles au programme de Télé 50.